Bienvenue à tous pour cette plénière au croisement RSE et technologie. Je commence par me présenter d'abord. Donc Robin Guérard, je suis manager au sein du cabinet Wavestone et je travaille depuis ça fait 10 ans que je fais du conseil, 8 ans sur des thématiques plutôt système d'information et depuis 2 ans je travaille sur des sujets de transition sociale et écologique. Et je vous propose, avant de présenter nos intervenants de qualité, d'introduire le thème d'aujourd'hui. Je vous présenterai les intervenants et on rentrera dans le fond des sujets. Aujourd'hui, tout le monde est en transition. Toutes les entreprises ont une stratégie net zéro. On fait des très belles déclarations de performance extra-financières. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les modèles changent. C'est New York Times qui publiait cet été une étude qui montrait que la majeure partie des entreprises qui ont publié une stratégie net zéro ne font qu'augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est comme si, je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, vous essayez de demander à vos enfants de réduire leur temps d'écran, mais que vous leur permettez pendant les 2 prochaines années de doubler leur temps d'écran. Ce n'est pas forcément efficace comme stratégie. Donc on est maintenant persuadé qu'il faut changer le modèle. On n'avait pas besoin de l'été qu'on a passé pour nous le rappeler. Et du coup, on va s'interroger aujourd'hui sur ce que peut faire la technologie comme part dans la transition sociale et écologique pour trouver un modèle plus social, plus juste et plus respectueux des limites planétaires. Et pour du coup traiter ce sujet, on a des très bons intervenants expérimentés sur le sujet. Je vais les présenter brièvement et ils vont pouvoir un peu compléter leur parcours. Nous avons du coup Alexandra Mathiolon, ancienne consultante en stratégie et sur des sujets d'énergie renouvelable, maintenant directrice générale de Serfim, entreprise multispécialiste. Des sujets de travaux publics et d'environnement. Nous avons Pascal Chazal, fondateur et dirigeant de Hors-Site, qui est à la fois une entreprise spécialisée en construction hors-site, qui fait du conseil, qui a un campus à but de formation et qui édite un magazine dédié au sujet. Donc spécialiste du coup des sujets construction bas carbone hors site. Patrice-Henri Duchesne, tout à droite, expert indépendant en RSE et communication, aussi enseignant en région Île-de-France sur les sciences économiques et sociales, administrateur de l'association France Nature Environnement et aussi ancien responsable du développement durable chez PSA. Il a été aussi le cofondateur de la fondation PSA, donc un expert des sujets de mobilité inclusive et d'économie circulaire. Et pour finir, tout à gauche, Jessica Pellegrini, qui est CEO de l'agence Henri Pellegrini, qui produit une start-up studio, elle va vous en parler un peu plus. Ancienne directrice générale de French Tech et directrice opérationnelle d'une association qui lutte contre la précarité énergétique. Donc, pour démarrer cette plénière, première question, est-ce que vous pouvez introduire ce que vous ou votre structure fait au service de la transition sociale et écologique? Je vais demander, pour commencer, à Alexandra de prendre la parole. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que c'est un engagement très fort pour moi, le climat et toutes ces transitions. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui à la tête de Serfim, qui est une ETI indépendante et familiale qui va bientôt fêter ses 150 ans. Donc notre siège n'est pas très loin, à Vénissieux. Notre activité est aujourd'hui à l'échelle nationale. Et nous sommes aujourd'hui 2600 collaborateurs en France et un petit peu en Espagne. Nos métiers, travaux publics et environnement, mais ça veut dire poser les réseaux d'électricité, de chauffage dont vous avez besoin. Ça va être dépolluer l'eau, les sols pour redonner la vie, régénérer le vivant. Ça va être déployer la fibre pour rester connecté. Je pense qu'ici, tout le monde le comprend. Déployer, rénover les ponts et les tunnels pour permettre une mobilité durable.
déployer aussi les routes et les pistes cyclables, recycler les déchets pour un cercle vertueux. En tout cas, on essaye d'aménagement du territoire. Donc des métiers extrêmement diversifiés, et j'en reparlerai, mais notamment jusqu'à la brique technologique pour apporter de l'intelligence sur les territoires. Et en matière d'engagement RSE, c'est vrai qu'on a vraiment monté les curseurs, on va dire, sur cette feuille de route, notamment grâce à la Convention des entreprises pour le climat, où on a poussé notre feuille de route à un niveau plus fort, à la fois en termes d'ambition, évidemment. On parlait donc de respecter les accords de Paris. Je pense que ça doit être une exigence, et respecter les accords de Paris, même en assumant la croissance ou pas, justement, qu'on doit avoir, et quitte à être, j'allais dire, à ajuster sa croissance. Et pousser nos métiers pour aller jusqu'à régénérer le vivant. Ça peut être un mot un petit peu barbare, mais aujourd'hui, on cherche principalement à réduire notre impact. Évidemment, c'est important, mais il faut aussi évidemment contribuer dans nos métiers à réduire l'impact de nos clients, et aussi aller jusqu'à régénérer le vivant, essayer de rendre en fait à la nature. Je pense que pour ça, on a tous pas mal de boulot. Et pour ça, ça va être sensibiliser pour nous via la fresque du climat. Compter ce qui compte vraiment, j'y reviendrai. Et puis voilà, mobiliser très largement l'ensemble de nos collaborateurs dans cette démarche. On peut continuer, les femmes d'abord. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, c'est Jessica Pellegrini. Donc, avant tout, je tenais à dire merci à tout le monde parce que depuis 2020, oui, maintenant ça date depuis 2020. C'est la première fois que je reprends la parole en public. Donc, merci. Alors, je suis le CEO de l'agence Henri Pellegrini, mais je pense qu'il faut que je vous parle d'abord de mon parcours avant d'arriver à Henri Pellegrini. Donc, moi, je sors d'un cursus de Sciences Po. À la sortie de Sciences Po, j'ai eu envie de mettre sur le terrain mon sujet de mémoire, qui traitait des sujets sur la transition énergétique et la précarité énergétique. Et pour ça, j'ai créé une association donc, sur cette thématique-là. J'ai accompagné plus de 4000 foyers dans la rénovation énergétique, à comprendre en fait ces notions d'usage. J'ai accompagné les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales, et c'est tout ce parcours qui m'a emmené à créer aujourd'hui mon activité. Cette activité donc de Startup Studio, où l'idée c'est un Startup Studio, c'est une... Oh, je vais y arriver. Henri Pellegrini, c'est une entreprise qui développe des startups, mais pas n'importe lesquelles, des startups qui vont travailler sur le thème de l'éducation, de la santé, du biomimétisme. Et l'idée, c'est de développer en interne des sujets, des projets pour embarquer après des territoires ou des entreprises qui souhaiteraient travailler avec nous sur des nouveaux modèles économiques et une nouvelle façon de penser. Voilà, merci. Pascal ? Bonjour à tous. Alors en ce qui me concerne, Jessica, moi je n'aimais pas l'école. Et je suis né dans les monts du Forêt avec un papa qui travaillait le bois. Et je me suis intéressé très vite à la construction. Et puis je ne comprenais pas pourquoi on construisait avec des matériaux comme le ciment et le béton, alors qu'on a des ressources avec lesquelles on est capable de construire des bâtiments, et notamment le bois. Et donc en 1981, j'ai créé une entreprise pour construire en bois, que j'ai développée pendant 30 ans, qui est devenue une des entreprises leaders de la construction bois, et avec laquelle j'ai construit quelques 20 000 logements en bois en France. Et donc, à une époque où ce n'était pas gagné d'avance, et avec cette vision effectivement d'une ressource renouvelable extrêmement intéressante. Et puis quand on construit avec le bois, on a plutôt envie d'assembler le bois dans un atelier à l'abri, dans de bonnes conditions, plutôt que sur le chantier. Et j'ai découvert, chemin faisant, en fait, l'industrialisation. J'étais aussi assez étonné de voir à quel point les industriels sont capables de progresser, de nous offrir chaque jour des produits tout à fait extraordinaires, et que le monde du bâtiment a un mal fou à progresser, notamment dans l'intégration des nouvelles technologies. Et donc, je me suis vraiment intéressé à l'industrialisation. Et puis, il y a 5 ans, j'ai en fait découvert dans le monde anglo-saxon un terme que je ne connaissais pas, qui est le terme de off-site building, que nous avons traduit par construction hors site. Et en fait, j'ai découvert un nouvel écosystème d'acteurs
qui souffraient de la construction classique sur le chantier et qui se réunissaient, se mettaient autour d'une table pour essayer de voir comment on peut industrialiser la construction. Et donc ce nouvel écosystème, j'ai eu envie de l'amener en France. On a commencé par créer donc une maison d'édition, on édite un magazine qui s'appelle Construction hors site. Ensuite, on a créé un cabinet de conseil qui accompagne les maîtres d'ouvrage, mais qui accompagne aussi les industriels à aller vers la construction hors site. Et puis, il y a 2 ans, on a créé en fait une école de formation donc, qui s'appelle le Campus hors site, parce que dans ce domaine-là, aujourd'hui, tout le monde est formé au chantier et personne n'est formé à l'industrialisation et la préfabrication. Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les structures, au départ, qu'elles soient publiques ou privées, dans cette période passionnante de la transition écologique. J'ai eu la chance, il y a déjà pas mal d'années, de participer au lancement de la première ligne de service de conseil en environnement auprès des entreprises au sein d'Arthur Andersen, juste avant son absorption par Ernst. Et puis, quelques années plus tard, j'ai participé à la mise en place d'une politique de responsabilité sociale et environnementale au sein du groupe PSA, d'abord au niveau d'un gros site industriel en région parisienne, puis en prenant en charge la politique RSE du groupe. Je parle plus proche. Voilà. Et c'est effectivement au cours de ces années, comme l'a dit Robin, que j'ai eu l'occasion de créer la fondation PSA qui était dédiée à la précarité, non pas directement la précarité énergétique, mais la précarité en termes de mobilité, qui est un enjeu important. Alors, une des convictions que j'ai acquises pendant toutes ces années d'expérience, c'est que la formation, l'information, l'éducation à l'environnement en général et au développement durable était un préalable fondamental. J'ai fait ce constat il y a déjà pas mal de temps. Malheureusement, au fil des ans, ça n'a jamais été démenti. Et un des gros problèmes dans les structures, c'est d'abord de sensibiliser aussi bien l'exécutif le plus haut que les collaborateurs qui, tous à leur niveau, peuvent agir. Donc, de cette conviction est né le fait que je propose également des accompagnements et des formations. Et notamment, comme j'ai effectivement un engagement au sein d'une ONG, la première ONG française de défense de la nature qui s'appelle France Nature Environnement, j'essaye de sensibiliser les militants écologistes à la réalité de l'entreprise et j'essaye de sensibiliser les entreprises à la nécessité, alors le grand mot du dialogue partie prenante, mais le dialogue partie prenante, c'est souvent essayer de rencontrer les associations avant de lancer des projets, pour éviter qu'un certain nombre de projets ne s'enlisent dans des contestations et des procès complètement improductifs. Et puis de la formation à l'enseignement, il n'y avait qu'un pas. Je me suis dit qu'aussi une des meilleures manières de participer à la diffusion d'une culture du développement durable, c'était aussi d'enseigner. Donc en plus de mes activités de conseil, je consacre une bonne partie de mon temps à enseigner dans des lycées. Donc vous commencez à le comprendre, on a un groupe d'intervenants pluridisciplinaires et expérimentés au sujet. C'est parfait pour ce qu'on va discuter maintenant. Du coup, la question pour rentrer dans le sujet, c'est en quoi et comment la technologie peut être au service de la transition sociale et écologique. Alexandra. Alors, je pense que oui, la technologie peut être un outil efficace pour nous aider dans cette transition à la fois écologique et sociale. Mais alors, je vais le dire tout de suite, je ne pense pas que la technologie va tout faire. Et je pense que déjà, la technologie, elle doit être utilisée à bon escient. C'est-à-dire la bonne technologie au bon moment pour le bon usage, bien sûr. Ensuite, je pense qu'il faut être extrêmement conscient des ressources et de l'énergie liées à ces technologies, et notamment évidemment tout le sujet des composants, je pense que vous le connaissez. Travailler la durabilité, bien sûr, mais aussi la recyclabilité de tout cela. Voilà, parce qu'on doit faire les choses avec du sens et pas que l'impact de cette technologie soit évidemment plus important.
Et puis, évidemment, hein, cette technologie, elle va nous aider, mais je pense que ce sera quand même beaucoup par des actions humaines bien informées qu'on va pouvoir agir. Et là, ça touche, là encore, à la sensibilisation, à la formation, mais je laisserai les autres intervenants en parler, parce que je sais qu'ils sont très investis sur ces sujets. Et du coup, je vous propose de vous parler plutôt de ce qu'on fait chez Serfim TIC. Donc, on a quelques collaborateurs qui sont là, merci à eux. Donc, on a une filiale qui s'appelle Serfim TIC qui a développé le métier des territoires connectés. On est vraiment venu là à partir des métiers de la fibre et de plus en plus autour de la ville intelligence. On travaillait la vidéo, le trafic et d'autres sujets. Et on a développé ces territoires connectés parce que porteurs par le réseau bas débit. Et le réseau bas débit, ça permet vraiment d'être basse consommation et de grande portée. Donc quand même un impact énergétique moins important. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet sur les capteurs, hein, on y reviendra, mais permet vraiment de mailler le territoire avec ce réseau bas débit auprès pour pouvoir utiliser ces objets connectés et optimiser les ressources. Et notamment ces capteurs, justement, hein, la deuxième brique de la technologie au-delà du réseau, ils ont une pluralité de domaines, d'applications. Et j'ai plutôt choisi de vous parler de ceux qui sont matures, parce qu'on verra aussi, il y en a plein qui ne sont pas matures. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et il faut travailler sur comment les mettre en place. Donc évidemment, la qualité de l'air, peut-être un sujet commun, mais à la fois la qualité de l'air dans les villes et à l'intérieur aussi, pour pouvoir travailler par des actions humaines. Ça peut être réduire le trafic ou encore mieux ventiler à l'intérieur. Beaucoup d'usages aussi qui sont matures autour des métiers de l'eau. Et l'eau, on l'a vu, hein, on le voit de plus en plus, pas que cet été d'ailleurs, mais que la ressource en eau va devenir un sujet aussi en France. Et là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des capteurs en fait, au long des canalisations. Donc nous, on pose les canalisations. Mais on peut poser aussi des capteurs, soit par de la télérelève, soit au fil des canalisations, pour identifier davantage les fuites. Je le rappelle, en France, c'est encore 20% de fuites. Et on est plutôt dans le très très haut du classement. Dans les autres pays, c'est bien plus encore. On peut encore détecter les montées des crues. Donc on voit que les phénomènes climatiques arrivent de plus en plus. Et c'est vrai qu'en mettant des capteurs à différents niveaux, on peut voir la vitesse d'arrivée des crues. On peut aussi optimiser l'arrosage en fonction des températures, de l'hydrométrie, des prévisions météorologiques. Travailler pour moins arroser, évidemment, quand ça ne semble pas utile. Je pense aussi à des applications pour la qualité de vie. Notamment, on a été sollicité pour mesurer le bruit autour des abribus pour notamment, c'était une ville qui voulait notamment mieux repérer les rodéos sauvages. Mais voilà, il peut avoir vraiment des usages sur la qualité de vie. Et puis enfin, sur les incendies, là encore, ça a occupé une grosse partie de notre été. Ce n'était pas le premier d'ailleurs, des étés qui étaient impactés par cela. On voit qu'on peut détecter les incendies, on les détecte très bien dans des sites fermés, mais par contre aujourd'hui, la technologie n'arrive pas à répondre à l'enjeu des forêts, de cette surface aussi importante qu'est une forêt, et pour autant, je pense que ça pourrait être extrêmement utile. Et du coup, voilà, tous ces sujets, je pense qu'ils sont profondément utiles. Il faut vraiment qu'on dirige la technologie autour de ça, tout en étant évidemment sensible à l'énergie et à la ressource. Et ces capteurs, ces données qu'on remonte, il faut les amener dans des logiciels. Donc mettre de l'intelligence dans la donnée au service de ces métiers. Et donc on a développé une plateforme de récupération de données qui permet de concevoir un tableau de bord en fait, pour visualiser pour les collectivités toutes les données. L'idée, c'est vraiment de travailler la pédagogie, parce que idéalement, c'est des plateformes qui sont au service des élus, des techniciens évidemment, mais aussi des concitoyens qui peuvent du coup se sensibiliser à ces sujets. Et de travailler à la fois la gouvernance de ces données, on sait que ça va être un sujet, la transversalité aussi entre les métiers, parce qu'en fait, on le voit, que ce soit dans l'entreprise, dans les collectivités, on travaille beaucoup trop en silo, et il faut que ce soit assez largement ouvert, et justement travailler l'open source dans les solutions. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec notre plateforme Horizon, à la fois l'open source et du sur-mesure pour s'adapter aux enjeux des collectivités. On a un premier aperçu des usages et il y a un pont à faire avec l'éducation. Donc, Jessica. Alors,
Moi, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est la technologie, oui, mais si elle répond à un vrai besoin et si elle répond à un projet de société. Voilà, ça c'est le premier point. Et la technologie, oui, mais au service du vivant et pas l'inverse. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, nous, au sein de l'agence Henri Pellegrini, notamment sur le sujet de l'éducation. Donc, c'est le premier Startup Studio que nous avons lancé, qui travaille principalement sur des concepts éducatifs et pédagogiques. La ligne éditoriale est au niveau du climat. Donc, on fait des ponts entre le climat et la santé, le climat et les inégalités, le climat et la biodiversité. Donc après, on peut travailler sur différents sujets, mais c'est vrai qu'on va d'abord favoriser l'usage, le lien social, avant de penser technologie. Et si on va intégrer de la technologie dans un de nos concepts, c'est parce qu'il va permettre ça va être un facilitateur de liens. Voilà. Il va permettre vraiment d'aller plus vite dans l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on croit énormément au EdTech pour tout ce qui touche à l'éducation et à l'information sur ces sujets-là. Et sur le terrain, si je peux vous faire un retour terrain, ce qu'on rencontre, c'est que le grand public, et dans le grand public, je vais mettre tout le monde, je vais même mettre les élus, je vais mettre tous les citoyens, n'y comprennent pas grand-chose. Voilà. Il y a tellement d'infos, ils ne savent plus où chercher l'information, et il faut commencer toujours par la base. C'est comme s'il fallait tout saucissonner en partant vraiment de la racine. C'est comme aujourd'hui l'inflation, oui, très bien, mais ça part d'où? Pourquoi aujourd'hui on a autant d'augmentation d'énergie? Quelle est la base? Quelle est la racine? Et en partant de là, on crée tout un concept pédagogique qui permet d'informer avec les bonnes informations et les mots justes. Merci. Pascal? Alors je ne peux être que d'accord bien sûr avec les propos de Jessica. La technologie c'est au bon endroit et c'est au service. Et c'est pas juste des gadgets. Et s'il y a un domaine dans lequel la technologie a beaucoup de mal à pénétrer, c'est bien le monde du bâtiment. Or, le monde du bâtiment, c'est aujourd'hui la responsabilité de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Hein, entre le moment de la construction, l'acte de construire et puis l'exploitation. C'est donc tout à fait gigantesque. Et c'est surtout un endroit où on a des sources, des gisements incroyables d'économies à faire. Donc ça se situe bien sûr au moment de la construction, donc avec les matériaux bien entendu. Alors vous savez qu'aujourd'hui le monde du bâtiment dans le monde entier est basé sur une ressource, sur un matériau qui est le béton, qui est un matériau fantastique, qui règle plein de problèmes, qui coûte pas cher. Et d'ailleurs, on peut se poser la question sur le coût de ces matériaux, parce que le béton, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est 3 fois plus que l'aviation dans son ensemble. Et c'est aussi une ressource qui est le sable, qu'on puise à outrance en détruisant les écosystèmes. Donc si on calculait le coût de ce que l'on détruit et des émissions de gaz à effet de serre, le béton il devrait être beaucoup plus cher que ce qu'il est aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça peut bien en prendre le chemin. La première des choses, c'est donc la matière. La seconde, ce sont les process qui nous amènent à construire un bâtiment. Finalement, le bâtiment, ça se fait de manière très artisanale. Même les plus grands groupes fonctionnent de manière extrêmement artisanale. Ça repose beaucoup sur le savoir-faire des ouvriers de chantier. Ça marchait très bien pendant longtemps. C'est de plus en plus difficile parce que les bâtiments deviennent de plus en plus complexes. On doit répondre à des normes de plus en plus drastiques. Aujourd'hui, on est en train de parler d'économie circulaire, de réemploi, de smart building. Et donc, les bâtiments deviennent de plus en plus complexes. Et la main-d'œuvre qualifiée, elle est en train de partir à la retraite et elle n'est clairement pas remplacée par les jeunes qui sont peu attirés par les métiers du bâtiment. Donc, le résultat de plus complexe avec moins de compétences, ça se traduit par une chute de la productivité. Et là, il faut faire le parallèle avec les industries. Les meilleures industries, quand elles ont un ouvrier dans leur usine, l'ouvrier va faire de la valeur ajoutée à peu près 80% de son temps. Sur un chantier, un ouvrier va faire de la valeur ajoutée à peu près 20% de son temps. Il y a 80% du temps qui est perdu en déplacement, d'abord parce que sur le chantier, il faut y aller. Ensuite, quand je suis arrivé sur le chantier, si je fais une salle de bain au 5e étage, il faut que je monte au 5e étage. Je commence par amener mes outils parce que sinon on me les pique. Et puis je redescends chercher le lavabo, puis la baignoire, puis c'est pas la bonne baignoire, donc je pars chez Point P. 20% de productivité contre 80% dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on a bon nombre d'acteurs qui sont en train de se dire qu'il faut apprendre à fabriquer des éléments à plus forte valeur ajoutée dans des usines.
ça peut être des façades pour la rénovation par exemple, ça peut être des salles de bain, ça peut être même des modules complets pour faire des chambres d'hôpitaux par exemple. Et ces technologies nous permettent de mettre en œuvre des usines extrêmement efficaces et productives, dans laquelle on va pouvoir d'ailleurs fabriquer des éléments de bâtiment, prenons l'exemple d'une chambre d'hôpital, avec une main-d'œuvre qui n'est pas formée au bâtiment. Parce que dans une usine, on peut mettre en place de la pédagogie, de la formation, des outils qui vont permettre à une personne non qualifiée de réaliser un ouvrage pour le bâtiment. Et aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant puisque dans le monde du bâtiment, on manque à peu près de 220 000 emplois. On sait que c'est les grands enjeux qui sont devant nous, c'est surtout la rénovation. Et là, on a vraiment besoin du savoir-faire des artisans. Alors que dans le monde de l'industrie, on est au contraire en train de se préparer à supprimer des emplois. Dans l'automobile, dans les 10 prochaines années, c'est 100 000 emplois qui vont être perdus avec la voiture électrique. Donc l'idée de la construction hors site, c'est bien de transférer des tâches dans des usines pour libérer la main-d'œuvre compétente sur les chantiers pour les tâches où elles sont absolument irremplaçables. Merci. On vient d'explorer le monde du bâtiment. On peut aller un peu plus loin sur les sujets de matières premières et économie circulaire. Patrice Henry. Oui, si on devait effectivement, alors je ne sais pas si on m'entend, il marche là le micro, ça va. Si on devait me poser la question, ce que vous avez fait, de me dire quel est l'outil à votre sens le plus important, moi je parlerai en premier lieu de l'économie circulaire, parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire sur la défense de l'environnement, il y a une tragédie absolue, c'est l'extinction de la biodiversité. Bon là, malheureusement, ça nous dépasse tous. Et vous avez l'extinction des ressources non renouvelables, puisqu'on le sait, le jour recule où, en plein mois de juillet, on a d'ores et déjà consommé en 6 mois et quelques la totalité de ce que la Terre est capable de nous produire. Donc on va vers une extinction générale effectivement des matériaux. On a vu que même pour le bois, la hausse des coûts, elle traduit souvent une difficulté à s'approvisionner. On commence à voler des chaînes entiers en France qui vont partir en Chine. Et à côté de ça, moi, ça fait, puisque j'ai la chance d'exercer des métiers proches de l'environnement depuis une vingtaine d'années, j'entends parler, alors là, ça fait une quinzaine d'années, des mines urbaines, où tout le monde sait, avec les D3E, qui concernent pas mal d'entre vous ici, qu'on va y trouver énormément de minerais qui coûtent de plus en plus cher à extraire et qui détruisent effectivement des écosystèmes. Il n'y a pas que le sable, mais les mines à ciel ouvert d'un certain nombre de métaux font beaucoup de mal. Et on dit même que dans un gisement d'ordinateurs que l'on jette, il y a 10 fois plus de densité d'or que dans le minerai qu'on va extraire en Afrique du Sud ou en Amérique latine. Et pourtant, j'ai l'impression, et c'est malheureusement confirmé, que sur cette exploitation des déchets, on avance extraordinairement lentement. On sait par exemple que l'acier issu de la ferraille récupérée revient à 100 € la tonne. Lorsque vous achetez de la ferraille, c'est 300 € la tonne. Et néanmoins, on pourrait imaginer, avec cette hausse des cours de la matière première, que le déchet acier, les gens commenceraient à s'y intéresser, les pouvoirs publics encourageraient le tri, la récupération, et il n'en est rien. Le commerce de la ferraille de récupération stagne. Les professionnels du groupe Veolia, à qui je posais la question pas plus tard qu'hier, me disaient non, ça ne décolle pas. Le plastique, on est très mauvais en France, mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de citoyens qui trient, qui récupèrent les bouchons. Maintenant, on sait, c'est tout à fait nouveau, qu'en même temps que les capsules des bouteilles, on peut rajouter les instruments d'écriture usés, parce qu'ils vont beaucoup rapporter. On est sur des cours à 490 € la tonne, ce qui n'est pas rien. Et néanmoins, on voit régulièrement dans les reportages le plastique issu du tri partir dans des pays extrêmement lointains, dans des cargos dont il faut rappeler la totalité de la flotte maritime pollue plus que la totalité des véhicules automobiles sur Terre. On est dans une absurdité permanente. On évoquait avec effectivement ma voisine que les progrès, les technologies existent. Elle est très modeste. Elle ne vous a pas dit que désormais, Serfim était capable de recycler le plâtre, ce qui, en termes de matériaux, est une vraie nouveauté.
moi j'assiste avec peine depuis 10 ans à l'incapacité de Saint-Gobain à mettre en place le recyclage des fenêtres. Il y en a 2 millions par an quand même de fenêtres dont on ne sait pas quoi faire suite à la rénovation des bâtiments. Et dedans, vous avez du bois, vous avez du verre, vous avez de l'alu. On a donc des matériaux extrêmement nobles, parfois du PVC. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics devraient, à mon avis, un petit peu plus se pencher. Un des leviers serait la législation, même si c'est quand même pas la panacée. Mais par exemple, dans l'automobile, on impose maintenant aux constructeurs de mettre en œuvre dans leurs voitures des matériaux issus du recyclage. Et mécaniquement, ça a augmenté la part de l'acier recyclé dans les voitures. Sans la loi, ça ne serait jamais arrivé. De la même manière, la loi européenne oblige les constructeurs à prévoir le recyclage des voitures. Là, on va essayer de faire mieux que les Allemands qui ont considéré, en transposant la disposition européenne, que broyer les voitures et de les jeter dans d'anciennes mines de sel, c'était du recyclage, soi-disant parce que ça évite les glissements de terrain. Bon, voir, on va essayer de faire mieux. Mais là encore, c'est une pression. Et un autre levier qu'on essaye de promouvoir au niveau de FNE, c'est de faire payer la collecte des déchets de manière proportionnelle aux déchets produits. C'est le cas dans l'industrie, dans le monde des entreprises. Ils font appel à des prestataires et bien évidemment, la facture du prestataire dépend du tonnage. Il faudrait que les particuliers soient encouragés à trier, encouragés à réduire leurs déchets ultimes, effectivement par une facturation intelligente. Voilà, on pourrait parler d'économie circulaire beaucoup. Certaines entreprises progressent. La Poste a mis en place de la collecte des papiers usagés dans les entreprises. C'est extrêmement vertueux. EDF, depuis 20 ans, au service de l'écologie industrielle. Vous savez, quand on a plusieurs entreprises au sein d'un même territoire, d'une même zone d'activité, mettent en commun leurs déchets. Et EDF a mis au point depuis très longtemps cette base de données qui permet de recenser la totalité des matériaux qu'on est susceptible de trouver dans les sous-produits de production des industriels et à prévoir leur utilisation par d'autres industriels. Voilà. Et tout ça avance extraordinairement peu. Et alors, avec cette soi-disant guerre en Ukraine, mais les pénuries et les manques datent de quelques mois avant, on pourrait penser que ça va s'arranger. Et bizarrement, ça met un temps fou. Veolia a mis sur pied la collecte des huiles alimentaires usagées, les huiles des McDo, etc. Et ça ne fait que 2 ans qu'ils arrivent à en vendre au titre du biodiesel, d'habitude composé de colza, que vous achetez à la pompe. Merci Patrice Henry. Une très rapide remarque juste pour compléter sur le sujet du recyclage. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, c'est pas normal que des matériaux recyclés soient plus chers que des matières primaires. Aujourd'hui, on a un certain nombre de partenariats effectivement avec Saint-Gobain pour le plâtre, la laine de verre, les fenêtres. C'est peut-être pas à l'échelle. La question, c'est qu'il y a beaucoup de filières qui se développent. Nous, on a très tôt été dans une logique de partenariat en fait industriel parce qu'on n'avait pas de centre d'enfouissement. Et donc, quand on n'a pas de centre d'enfouissement, on est un peu obligé de trouver des solutions. Et en fait, c'est ces partenariats avec différents acteurs qui nous permettent de gérer en fait à la fois les entrants et les sorties, parce que sinon il n'y a pas aujourd'hui de modèle économique pour le recyclage. Mais avec tout ce qui se passe en matière de REP, les responsabilités étendues aux producteurs qui arrivent dans le BTP notamment, ça va probablement un peu bouger. En tout cas, on est plein d'espoir. Donc vous commencez à toucher du doigt quelques solutions, comment la technologie peut faire sa part. Ce n'est pas une réponse systématique, mais il y a une part que la technologie peut faire. Et pour continuer du coup de rentrer dans la question, on va continuer sur les challenges. Quels sont les challenges auxquels vous faites face ou que vous constatez en termes de disponibilité de matières premières ou de compétences pour avancer dans cette transition sociale et écologique? Je vais commencer avec Pascal du coup sur la construction hors site. Alors les grands challenges de la construction hors site, en fait, ils sont culturels. C'est-à-dire qu'on est persuadé que pour construire un bâtiment, on doit l'adapter parfaitement à l'environnement dans lequel il est. Et comme on a des organisations qui sont très segmentées, finalement, on va créer un pur prototype à chaque fois. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans l'amélioration continue et que la productivité, j'en parlais tout à l'heure, dans le monde du bâtiment, non seulement
elle ne s'améliore pas comme dans l'industrie. Dans l'industrie, c'est une amélioration à peu près de 2% par an. Et bien dans le bâtiment, c'est une dégradation. On a perdu 20% de productivité en 20 ans. Et en fait, on a dans notre inconscient un peu l'idée que comme on construit en béton, on va construire un bâtiment qui va être extrêmement durable. Et dans nos têtes, c'est à l'échelle des pyramides d'Égypte. On va construire un bâtiment en béton, il va durer 4000 ans. Ce n'est pas vrai du tout. Un bâtiment en béton, ça a une durée de vie finalement assez courte. Ça peut être une centaine d'années, 150 ans, 200 ans peut-être, mais souvent moins. Ça va dépendre un petit peu de comment il va vivre. Et puis surtout, on est dans des sociétés qui évoluent tellement vite aujourd'hui qu'on va construire un bâtiment et se rendre compte au bout de quelques dizaines d'années qu'il n'est plus au bon endroit. Pour les Lyonnais, exemple, la gare de Pardieu, on a démoli des bâtiments qui avaient tout au plus 35 ans. Et donc cette vision du long terme qui est basée sur finalement cette matière première qu'est le béton, en plus on a oublié que les bâtiments avaient beaucoup évolué. Et par exemple un bâtiment il y a 40 ans, c'était à peu près 70% de gros œuvres, structures, et puis 30% de l'eau technique, électricité, plomberie, etc. Aujourd'hui c'est l'inverse. C'est à peu près 30% de béton et puis 70% de l'eau technique. Et une deuxième chose qu'on oublie et je suis assez sidéré de ça, c'est que quand on construit un bâtiment, on a l'impression que le bâtiment, on le construit pour un jour. C'est-à-dire que tous les acteurs qui vont construire un bâtiment ont un seul objectif, c'est d'être capable de rentrer dans l'enveloppe budgétaire qui est déterminée par la case du tableau Excel du bilan de promotion. Donc je dois construire ce bâtiment pour 10 millions et c'est de plus en plus difficile. Parce que manque de main-d'œuvre, parce qu'augmentation des prix des matériaux, etc. Résultat, pour réussir à rentrer dans le coût d'objectif, je vais serrer un peu partout. Je vais serrer sur les sous-traitants. Je ne vais pas prendre l'entreprise que j'aimerais, qui est très compétente, mais je vais en prendre une qui l'est moins parce qu'elle est moins chère. Je ne vais pas prendre le matériau fantastique parce qu'il est trop cher. Je vais prendre un matériau un petit peu moins bien. Résultat, on va dégrader la qualité du bâtiment. Or, je vais vous citer des chiffres, peut-être vous les connaissez, mais quand on construit un bâtiment, c'est en général un bâtiment qui va être exploité pendant 30 ou 50 ans. Eh bien, si on analyse un bâtiment sur 50 ans, le coût de la conception, donc promotion immobilière, architecte, etc., c'est à peu près 5%. Le coût de la construction, c'est 20%. Et c'est 75% de coûts d'entretien, d'exploitation, de maintenance sur 50 ans. Et on est tous focus sur le 20% du coût de construction. Et comme on va dégrader la qualité, on va le repayer pendant 50 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision globale? Et ça, on a même des maîtres d'ouvrage qui font la construction et l'exploitation, qui ont cette séparation chez eux. Celui qui construit doit rentrer dans la case du tableau Excel et les autres, ils se débrouillent. Alors que si on avait une vision globale, eh bien, on pourrait peut-être mettre des matériaux un peu meilleurs, et c'est là où va intervenir la technologie. Avoir les capteurs aux bons endroits. Je citais tout à l'heure à table un directeur d'EHPAD qui s'est rendu compte que son EHPAD tout neuf consommait beaucoup d'énergie et puis il n'avait pas le temps, mais il ne se rendait pas compte, il n'avait pas d'instrument de mesure et il a fait appel au bureau d'études thermiques qui a constaté que la chaudière était mal réglée et que le coût de l'énergie c'était 2 fois ce qui était prévu. Donc bien sûr, si on a les petits capteurs qui vont bien, les petites alertes, comme on a aujourd'hui dans nos voitures, eh bien, on va pouvoir avoir des bâtiments qui vont être bien plus vertueux. Et ces technologies, par contre, sont très difficiles à amener sur le chantier, compte tenu du manque de main-d'œuvre, compte tenu de la segmentation des tâches. Par contre, elles deviennent extrêmement simples quand on transfère un ouvrage dans une usine. On parlait par exemple avec un bailleur social qui a décidé de fabriquer toutes ses salles de bain en usine et il nous explique que le gain de maintenance et d'exploitation et d'entretien a été divisé par 2 avec ces salles de bain parce que quelque part la salle de bain, est-ce que c'est un ouvrage de bâtiment ou est-ce que c'est pas plus proche d'une automobile? Merci. Pour continuer, Patrice Henry. Oui, j'en ai eu la démonstration ici au CIDO en écoutant une conférence notamment hier sur les technologies nomades. Je pense que la techno, elle est là. Le défi, je ne considère pas aujourd'hui qu'il soit véritablement technologique. J'en prendrai l'exemple qui nous avait été donné de la maîtrise absolue qu'ont les fabricants des films solaires qui
produisent de l'énergie à n'importe quelle échelle et de manière extrêmement facile, qui permettent de mettre en place des capteurs ultra sophistiqués. On a la capacité de faire appel à des matériaux plastiques issus à minima à 80% du recyclage. Donc les technos, elles sont là. Si on regarde où sont les freins, où est-ce qu'on va les trouver? Alors je pense d'abord que le premier frein, il est d'ordre financier. Car faute d'incitation, les entreprises sont toujours dans des TCE, sont toujours dans des ROI, et finalement, il y a une grande frilosité des producteurs à faire un petit peu avancer leurs clients. On posera la question par avance de ce qu'on va se dire sur les mesures de l'engagement véritablement des entreprises. Mais aujourd'hui, ça va doucement, beaucoup pour ces raisons financières. Hein. Comme vous tous, j'ai sécurisé mon domicile avec ces gens qui font de la publicité tous les soirs pour vous vendre les dispositifs anti-intrusion. Comment se fait-il que depuis 15 ans, on soit encore avec des systèmes de capteurs à piles, qu'un monsieur vient chez vous, souvent de très très loin, avec sa petite boîte de piles, et il vous change tous les ans à peu près 25 piles chez vous, autant que vous n'avez de fenêtres, sur une technologie monstrueusement non vertueuse. Parce que si on doit parler du recyclage des piles, là on arrive dans véritablement un scandale qui pourrait être un scandale sanitaire, parce que beaucoup se retrouvent dans les déchets ordures ménagères, et encore trop d'ordures ménagères sont aujourd'hui enfouies, et quand elles sont brûlées, le mâche-fer issu de ces incinérateurs se retrouve sur les chemins agricoles. C'est assez étonnant. Si vous vous promenez parfois dans la campagne, vous avez du mâche-fer issu des incinérateurs qui est largement épandu sans aucun contrôle. De la même manière que la nouvelle grande mode, au fur et à mesure qu'il y a des grands travaux de génie civil, c'est d'aller mettre jusqu'à 2 mètres d'épaisseur sur les agriculteurs qui sont ravis parce qu'on leur paye un prix à la tonne qui est extrêmement gratifiant. Tous les déchets de génie civil sont épandus sans véritable contrôle. C'est-à-dire que si la terre a été polluée autrefois, là où on construit une ligne de métro, eh bien, la terre polluée va se retrouver sur des terres agricoles. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça avance peu. La technologie est là, mais il y a des freins financiers. Il y a le problème des matériaux. On l'a traité avec l'économie circulaire. Il faut essayer d'enrayer la hausse continue des matériaux par le développement de technologies à partir du béton concassé, par exemple. On a parlé du sable. Dubaï s'est construit avec du sable australien et c'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait des trous en permanence. On le voit le long de la ligne de TGV qui sont des anciennes extractions de sable qui sont aujourd'hui remplies d'eau. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. C'est un peu compliqué. On pourrait évoquer les compétences qui posent d'autres types de problèmes liés à la mobilité. Alors je cite toujours cet exemple. On n'est pas dans des compétences forcément très qualifiées. On sait qu'elles manquent. On sait que pour toutes les entreprises, il y a des problèmes, pas tellement sur les compétences techniques, parce que ça, les entreprises savent transmettre, savent former, mais sur le savoir-être, qui est un mélange, je dirais, de motivation et de capacité à s'intégrer dans un environnement. Et l'exemple que je cite toujours, c'est quand vous allez en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, que vous demandez quel est le premier employeur local, on vous dit c'est les confitures Andros, qui sont situées dans le département du Lot, à peu près 60 km. Donc on a ce problème de la mobilité. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est sans doute, comme pour le nucléaire, une mauvaise anticipation par les politiques publiques des problèmes de transport. C'est une politique immobilière du laisser-faire complet qui aboutit à ce que, effectivement, habiter en ville aujourd'hui devient inaccessible pour les gens qui ont tout simplement, qui touchent le salaire médian distribué en France. Donc ça, c'est un ensemble de raisons qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une dichotomie entre les compétences disponibles et le lieu où on a besoin d'elles. Alors peut-être qu'avec le développement du télétravail, mais qui ne touche que les métiers du tertiaire, on va pouvoir résoudre une partie de l'équation, mais ça va être un petit peu compliqué. Merci beaucoup. On va arriver sur le dernier thème qui va être notre thème de fin, qui est... vous l'avez compris en intro, on a certains outils qui ont été développés sur la stratégie net zéro, les déclarations de performance extra-financière, les normes ISO sur le sujet. On voit cependant qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut et faire ce qu'on veut également. Il n'y a pas encore de contrôle, de garde-fou.
Donc on comprend qu'il manque quelque chose. Et donc la question qu'on va se poser, c'est ça. Qu'est-ce qu'il manque comme cadre, comme concept, comme modèle, comme gouvernance pour accélérer la transition vers un modèle plus social et plus écologique. Alexandra? Alors oui, effectivement, je pense qu'il manque pas mal de choses. Déjà, je pense qu'on ne pense pas assez long terme, en fait, dans les exemples que vous avez pris, notamment. Pour notamment investir dans l'entretien, par exemple. Mais cette vision long terme, il faut qu'on la remette au centre des entreprises et que j'ai la chance d'être à la tête d'une entreprise indépendante, mais que ce soit le cas de toutes les entreprises. Et c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé à la Convention des entreprises pour le climat que je citais, et on a parlé de ça, on a parlé du dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, en gros, c'est si on est le seul à bouger, on meurt, et du coup, on n'a pas trop envie de bouger. Et du coup, c'est pour ça que c'était 150 entreprises de plein de secteurs différents, de toute taille, de toute région de la France, qui se sont rassemblées pour travailler ces actions, qui sont un mix de choses. Et on croit beaucoup à l'action des entreprises avant tout, mais aussi à des propositions politiques pour faire bouger tout le monde. Et on n'en a pas beaucoup parlé, je sais, mais cette notion de sensibilisation, et même plus que de formation, si on ne comprend pas les choses et si on ne comprend pas en fait la complexité du sujet climatique, on peut répondre à côté en pensant faire la bonne chose, et finalement, on n'avance pas dans la bonne direction. Et du coup, pour ça, c'est vrai que l'accès à l'information, ce dont on a parlé, pour des bonnes datas, pour prendre des bonnes décisions, me semble quand même assez essentiel. Et dans cette initiative, donc, on a déployé cette notion de sensibilisation, de formation, mais aussi la notion de compter ce qui compte vraiment. Et là, ça tombe vraiment pile poil dans la thématique de cette table ronde pour moi. C'est compter ce qui compte vraiment en entreprise. Ça veut dire, on peut aussi parler de triple comptabilité pour les experts. C'est OK, on continue de mesurer le financier parce qu'on sait que c'est ce qui fait exister une entreprise. Enfin, c'est nécessaire plutôt pour la pérennité de l'entreprise. Mais on doit compter au moins à niveau égal les indicateurs autour de l'humain et bien sûr autour du climat et même plus largement des limites planétaires. Et ce sujet du bilan carbone, ce que je disais, il faut internaliser les compétences, il faut augmenter la rigueur, je disais, sur les données, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine incertitude sur un certain nombre de données quand on réalise un bilan carbone. Il faut qu'on le fasse dans la durée, avec des objectifs ambitieux et qu'on suit vraiment. Et je pense que pour ça, évidemment, la technologie est un outil, avec notamment les territoires connectés dont je vous parlais, pour bien mesurer les choses, pour bien les suivre, pour avoir un peu de pédagogie, rendre les choses lisibles pour tout le monde et pour que aussi les gens aient envie de les regarder. Et pour ça, il faut, on le disait, informer, et je pense notamment aux élus et aux acheteurs, tout simplement. Je pense que les acheteurs ont aussi un rôle énorme à jouer. Parce qu'on est toujours un peu dans la culte du prix et malheureusement ce qui se passe avec l'inflation l'accentue un petit peu. Et on a aussi beaucoup parlé dans cette initiative de la force du collectif, de trouver des collaborations. Donc on a parlé du problème de la donnée, d'avoir accès à la bonne information et même d'avoir plus d'ouverture dans ces données pour qu'on puisse les analyser et avancer tous dans la même direction. Avoir plus de collaboration, donc j'ai cité les partenariats qu'on a avec Saint-Gobain. On travaille aussi avec Vicat pour les aider à décarboner la cimenterie, mais c'est vrai que c'est quand même, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on veut développer les modèles pour à la fois réduire les matières primaires et remplacer les énergies fossiles. Donc tous ces systèmes de collaboration, j'y crois beaucoup parce que je pense qu'on ne peut pas être seul. Et notamment, on a réalisé un chantier bas carbone. Alors bas carbone, c'est un mot un petit peu moins de carbone, on va dire. Donc on a réussi à réaliser 30% de carbone en moins et on s'est vraiment mis autour de la table avec les acteurs publics, les entreprises, pour trouver des solutions et avoir une analyse complète du cycle de vie d'un chantier. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais on a réussi à avoir 30% et on se dit qu'avec à peu près, on a estimé que c'était à peu près 30% de coûts en plus. Donc l'idée, c'est arriver à l'échelle avec ces solutions, se mettre autour de la table, proposer des solutions, parce que je pense que déjà beaucoup de choses sont là. Et petite page de pub rapide, la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, va avoir des déclinaisons régionales sur toutes les régions de France et aussi par filière. Si c'est une initiative qui vous intéresse, vous trouverez plein de choses là-dessus. Merci. Patrice Henry pour continuer.
Alors, la première chose que je dirais, c'est pas bien, parce que c'est un petit peu plaider contre ma corporation des directeurs RSE, mais pour leur pratiquer, on va dire que 90% de ce qu'on trouve dans les rapports RSE, qui sont obligatoires depuis le Grenelle de l'environnement, c'est du greenwashing. C'est un peu aussi la course à l'échalote, les histoires d'agences de notation. Au sein de son propre secteur, on va être le mieux classé. Après, on est content. Et effectivement, à ce moment-là, le directeur RSE a une chance d'être invité au COMEX pour pouvoir montrer à quel point son entreprise a été meilleure que les concurrents. Mais ce n'est pas vraiment ce qui témoigne de la réalité de l'engagement des entreprises. Moi, je crois que l'engagement des entreprises, c'est d'abord le fait d'hommes, c'est-à-dire de cadres, de dirigeants qui ont conscience de tout ça et qui s'engagent fortement. Je ne travaille pas pour eux, donc ce n'est pas de la pub, mais un groupe comme le groupe Bouygues qu'on a évoqué entre nous, dans ses activités, en tous les cas bâtiment, est réellement très engagé. Ils font de l'analyse de cycle de vie du bâtiment, ils ont travaillé sur la recyclabilité du bâtiment, et ça c'est dû à des initiatives individuelles. Moi je me souviens, j'entends parler ici effectivement du photovoltaïque par film. Moi j'ai vu des démonstrations de Bouygues sur ce sujet il y a à peu près 15 ans déjà, donc ils font vraiment, ils ont un engagement fort. Un deuxième critère, c'est la capacité d'une entreprise à vraiment dialoguer avec ses parties prenantes, c'est-à-dire d'aller au-devant des associations, d'accepter de se faire challenger par la société civile. Une asso, elle n'est pas porteuse d'une vérité absolue, mais néanmoins, elle exprime un point de vue. Elle peut véritablement aider une entreprise à avoir un engagement territorial, parce que le troisième critère, il y a l'engagement des dirigeants, je l'ai dit, il y a le dialogue parties prenantes, et il y a la volonté de s'inscrire dans la vie de son territoire, et donc de ne générer qu'un maximum d'externalités positives pour le territoire en question. Et là-dessus, il faut dépasser un petit peu les images et les polémiques, parce que dans ma vie, j'ai vu un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas forcément bonne réputation, mais une entreprise comme le groupe Total, fortement attaquée, parce qu'évidemment, on n'a qu'une seule entreprise pétrolière en France, donc tout le monde absolument lui tombe dessus, ce qui est assez logique, mais Total est très engagé depuis de nombreuses années. Ils développent en Afrique des technologies de fours solaires. Ils sont engagés dans le renouvelable depuis des années. Ils font des efforts. Ils pourraient faire beaucoup mieux. Hein. L'histoire de l'huile de palme raffinée à la MED, ce n'était pas vraiment une réussite. Mais enfin, il y a véritablement la volonté de bien faire. Puis il faut se dire que s'il n'y avait pas Total, ben, l'industrie pétrolière mondiale, elle sera entre les mains des Américains avec un peu de Saoudiens. Et je ne pense pas que globalement, ce serait bon pour la planète, quoi qu'il en soit. Au moins Total, elle est porteuse de la vision européenne de l'engagement développement durable, qui est quand même largement plus vertueux qu'aux États-Unis, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Donc du dialogue, de l'engagement des dirigeants et de l'investissement dans les territoires. C'est un petit peu les critères. Et ne pas croire tout ce qui est écrit dans les rapports RSE. Pour en avoir écrit un certain nombre, je peux en témoigner. Garder un esprit critique, oui. Donc, ça donne du coup des pistes de solutions. Et Jessica, peut-être pour finir sur des sujets de gouvernance. Oui, merci beaucoup. Donc moi déjà, je pense que ce qui nous manque, c'est du bon sens, se poser donc les bonnes questions. Et à commencer par savoir aujourd'hui, on n'est plus au stade de se dire comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, mais comment on va plus loin et beaucoup plus vite. Et si on réfléchit bien, on sait rénover des logements, mais il existe encore plus d'1 million de passoires thermiques. On sait fabriquer des voitures électriques, mais les bornes de recharge font encore beaucoup de défauts. Alors qu'est-ce qui nous manque ? Par expérience, moi j'en suis venue à la conclusion que c'est un problème de gouvernance. On ne sait pas du tout s'organiser et coordonner toute cette pluralité d'acteurs, que ce soit territoire, entreprise. Chacun bosse de son côté, alors que ces thématiques autour de l'écologie devraient vraiment être traitées à part. Je pense même qu'il faudrait créer une puissance publique de l'énergie entrepreneuriale pour gérer toutes ces thématiques. On rentre dans un mouvement schizophrène où on va élire des hommes et des femmes au niveau politique pour leur vision, et on va leur demander en termes d'écologie de réaliser tout leur plan d'action en 5 ans, alors que c'est impossible.
On peut pas. C'est vraiment une matière qu'il faut sortir et travailler ensemble. Je crois énormément au monde de l'entreprise et des startups pour changer les choses. Je pense que l'énergie, elle doit venir de là, sans oublier la société civile. Elle est souvent mise à mal et de côté, mais on le sait, hein, les bonnes idées viennent souvent du terrain. Et ensuite, pour répondre à la question sur la stratégie RSE, comment être proactif, le monde de l'entreprise va changer d'ici 30 ans. On le voit avec cette jeunesse bouillonnante, les désertifications. Donc, c'est obligé, l'entreprise va changer. Et les entreprises qui survivront à ça, ce seront celles qui auront intégré dans leur raison d'être des nouvelles données, à savoir la raison d'être au service du bien commun. Savoir comment, savoir conjuguer l'intérêt général et le modèle économique. Et on est tous partagés là-dessus. Aujourd'hui, on a clairement un problème de modèle économique. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, changer les règles de la finance. Alors, je n'ai pas la solution, mais je pense que si on y travaille tous ensemble, on la trouvera. Et une chose est sûre, c'est que la Covid-19 nous a montré qu'on était capable en tant qu'humains de changer les choses et de changer de modèle. Quand tout s'est arrêté, on s'est tous fédérés, on a tous travaillé ensemble. L'État a fait des choses extraordinaires, que ce soit en matière législative, en matière d'aide. Donc c'est que c'est possible et c'est que tous ensemble qu'on y arrivera. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne crois pas que je puisse faire de meilleures conclusions. Et du coup, on vient de finir les questions. Merci à tous les intervenants déjà. Et on peut passer aux questions pour ceux qui ont des questions pour nos intervenants. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Éric Bouquillon de SAP. On voit à l'heure actuelle qu'il y a des mouvements qui se passent au niveau des normes avec les notions de simple matérialité et de double matérialité. J'aimerais savoir un petit peu quelle est votre position par rapport à ça. Parce que vous parlez de gouvernance, mais je pense qu'il y a aussi tout un aspect normatif qui va ressortir. Alors, est-ce que vous faites allusion à l'obligation de matérialité dans ce qui est rapport ESG, exactement, ou déclaration de performance extra-financière? Avec des visions, d'un côté qu'on pourrait qualifier d'anglo-saxonne et peut-être une vision plus européenne. Alors, la matérialité, en ce qu'elle est comprise à la fois par les investisseurs, parce que les vrais juges et ceux qui vont lire tout ce que vous fait raconter de manière obligatoire sur votre politique RSE, c'est essentiellement le monde de la finance. Et pour eux, la matérialité, ça veut dire dites-moi des choses qui ne sont pas générales, mais dans lesquelles je vais comprendre que les enjeux de votre secteur, si vous êtes dans l'exploitation minière, vous avez des enjeux extrêmement précis, à la fois humains et écologiques, et je vais vous demander de me dire des choses précises. Alors la matérialité, d'ailleurs, que ce soit en France ou dans le monde anglo-saxon, c'est une manière de demander aux entreprises d'être, au fil des années, de plus en plus précises et d'éviter un peu des grands discours généraux pour dire à quel point le conseil d'administration est sensible aux questions du réchauffement climatique et d'essayer de dire concrètement que dans telle usine, on a mis en place des systèmes d'économie d'énergie ou de captation du CO2. Oui, en ce sens-là, l'évolution des normes, elle va plutôt dans le bon sens. D'autres questions? Ils ont été à ce point-là clairs. Merci. Une question donc, par rapport au sujet du salon, donc l'intelligence artificielle et les objets connectés. Est-ce que vous voyez des vraies percées qui vont changer la donne ou qui sont en train de changer la donne par rapport à la performance des bâtiments et à la durabilité des bâtiments, que ce soit au niveau construction ou au niveau usage ou au niveau recyclabilité? Alors, on peut peut-être citer des exemples de pays qui sont plus en avance que nous sur l'industrialisation de la construction. Par exemple, l'Angleterre ou bien la Suède. On s'est rendu compte que si on voulait fabriquer les bâtiments en usine, on va fabriquer des parties de bâtiments et il faut qu'on retrouve dans les usines de véritables flux industriels. Et donc, on va travailler la standardisation des éléments.
Alors ça, c'est un gros mot dans le monde du bâtiment. On ne pense pas qu'on puisse avoir quoi que ce soit de standardisé dans un bâtiment. C'est toujours du prototype et du spécifique. Alors bien sûr, on a des besoins d'avoir des bâtiments parfaitement spécifiques à chaque fois qu'on va construire un bâtiment. Pour autant, est-ce qu'on ne pourrait pas construire ces bâtiments spécifiques à partir d'un certain nombre de composants qui, eux, vont être des composants qui vont être fabriqués en usine efficacement. C'est ainsi que les Anglais, par exemple, ont transformé leur manière de construire des écoles. Ils avaient de très gros besoins en termes d'écoles. Et en fait, ils ont voulu fabriquer en usine parce que sur le chantier, ils n'y arrivaient plus. Et ils ont commencé il y a, je dirais, 7 ou 8 ans maintenant. Et je crois qu'il y a une école sur 3 aujourd'hui qui est à peu près faite en usine, avec des performances tout à fait incroyables. Par exemple, un collège de 500 élèves est construit entre 15 et 18 semaines sur le chantier. Ça veut dire que pratiquement dans les vacances d'été, on est capable de reconstruire le nouveau collège. Mais pour que la production puisse être efficace dans les usines, on va travailler avant tout sur les usages. On ne peut pas fabriquer quelque chose dans une usine qui va devenir quelque part générique et entre guillemets standard si on n'a pas conçu de l'intérieur des usages vers l'extérieur. Et par contre, quand on le fait, on est capable d'apporter sur le marché des produits tout à fait géniaux, beaucoup plus rapidement, de meilleure qualité, et du coup d'intégrer des nouvelles technologies. Alors on a un autre exemple en Angleterre de 2 tours qui ont été construites avec un système modulaire, donc des modules empilés les uns sur les autres. C'est 1500 modules avec lesquels on a fait 546 logements sur 44 étages. Eh bien ce chantier, une étude qui est en cours avec l'université d'Édimbourg, où on a fait la démonstration qu'on avait divisé le temps de chantier par 2. Autant vous dire qu'en plein cœur de Londres, c'est assez génial pour tout le quartier. On a divisé le nombre de transports par 5 et on a réduit l'impact carbone de 45%. On n'est pas en train de parler de quelques pourcents. Et on a intégré dans ces modules des nouvelles technologies avec des capteurs au bon endroit. Alors c'est embryonnaire, c'est le début, mais bien entendu, plus on va avancer, plus on va être capable de mettre en œuvre des produits de haute technologie, mais je le répète, au service des usages et de l'humain qui va utiliser le logement ou l'école. Je peux peut-être compléter sur le bâtiment. En fait, on ne parle pas forcément toujours. Il y a évidemment les objets connectés, mais on parle même de GTB en fait. Classique, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on met en place dans les bâtiments en matière évidemment d'intelligence sur plein de formes différentes. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est quand même compliqué de le faire on le fait en rénovation, mais c'est quand même changer beaucoup d'équipements. Et par contre, ça se fait beaucoup dans le neuf et ça permet de bien mesurer les consommations, d'apporter un peu plus d'automatisme évidemment sur les climatisations et les chauffages, le traitement de l'air aussi. Je pense qu'on revient au fait que même si il peut avoir de l'intelligence, on va dire avec des automatismes, s'il n'y a pas de formation vraiment, notamment quand on s'installe dans un bâtiment assez large, on va dire, de toutes les personnes qui sont présentes, évidemment des personnes qui peuvent plus agir là-dessus, on va avoir un effet assez limité. Mais aujourd'hui, je pense que déjà, si on faisait bien partout de la GTB bien utilisée, on pourrait avoir un impact important. Alors, je vais frustrer pas mal de gens, mais une dernière question, et je sais, je vous ai vu, mais j'avais vu le monsieur avant. Alors, on va essayer de faire des réponses courtes pour avoir 2 questions. Vous parliez de standardisation de la construction et en regardant, alors j'étais pas là au début, donc je ne sais pas si vous avez parlé du bois, et j'ai vu votre biographie, Monsieur Chazal, que vous étiez dans le bois, et moi-même j'ai commercialisé des lignes de production semi-industrialisées ou automatisées dans la production de maisons à ossature bois et de panneaux, etc. Donc je voulais savoir de ce point de vue-là où ça en est actuellement, parce que j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années, je suis parti 15 ans à l'étranger, maintenant je suis dans le big data, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais je pose la question là-dessus. Et sinon, très rapidement, par rapport à ce que disait M. Duchesne, par rapport aux 2 millions mais ça sera peut-être quelque chose d'intéressant, aux 2 millions de fenêtres qui ne sont pas recyclées. J'avais vu il y a une douzaine d'années, je ne sais plus sur quelle chaîne, un hypermarché genre Point P au Canada où il n'y avait que des vasques, des fenêtres, des tuiles qui venaient de chantiers et de maisons qui étaient rénovées. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc la seconde main dans le bâtiment très et le bois. Très vite.
Donc en fait, les usines aujourd'hui sont en train de se développer et la robotique est en train d'arriver dans les usines. Malgré tout, ce qui est très difficile, c'est d'avoir des usines qui peuvent recevoir un flux permanent de commandes et qui vont pouvoir mettre en place un véritable flux industriel. Et ce n'est pas tellement étonnant parce que la demande, c'est une demande bâtiment, d'un bâtiment spécifique à chaque fois et d'un prototype. Donc ça veut dire que l'énergie qui est dépensée pour être capable de concevoir un bâtiment qui va être produit sur une ligne, même si elle est robotisée ou automatisée, en fait l'énergie qu'il faut dépenser pour pouvoir le faire est considérable. Et donc le résultat, c'est que ces entreprises, aujourd'hui, elles ont du mal à faire des résultats, elles ont des fins de mois difficiles. Et il faut vraiment réussir à basculer dans ce qu'on appelle dans l'industrie le design for manufacture. C'est concevoir un bâtiment à partir des composants que les industriels savent bien faire. Finalement, c'est aller chercher un objet BIM que je vais poser sur mon plan et je ne me pose plus de questions. Je sais que l'industriel il va être capable de le produire dans de bonnes conditions. Merci. Dernière question. J'avais juste un complément sur les surplus de chantier. Il y a une association à Lyon qui récupère les surplus de chantier et qui les vend aux professionnels du bâtiment qui s'appelle Mineka, si ça vous intéresse. Bonsoir, merci beaucoup pour l'échange. C'est vraiment une richesse assez importante. Et je me présente uniquement pour savoir pourquoi je pose la question. Je suis professeur des universités à Centrale Lille et je suis avec une jeunesse très, très, très intéressée par la responsabilité sociétale, par la vision, par les valeurs des entreprises. Ils viennent nous chercher, ils viennent nous demander en fait des stages, des emplois spécifiquement en regardant la notion de valeur, les actions, la responsabilité sociétale, comment ils recrutent, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs actions dans la société, mis à part la partie produit, mis à part la partie service. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devient, on le voit, nous, on est sur le terrain, on le voit de plus en plus, ils viennent chercher vraiment plus la valeur dans l'entreprise, plus les actions sociétales et l'impact, plus la notion d'inclusion, d'égalité, et cette notion vraiment de mixité, de diversité, et je pèse mes mots dans ce sens-là. Et donc, je voulais savoir, c'est une question très générale, quelles sont en fait vos responsabilités face à la préparation de cette jeunesse qui maîtrise la technique, hein. Pour eux, la technique, ça devient quelque chose en termes de compétences, en termes de technique, en termes de digitalisation, mais ils sont plus assoiffés par la valeur, par les principes et par la notion de relation au niveau travail, comment on travaille, la qualité du travail, qu'est-ce que je fais aussi en dehors de travail. Ça, c'est vraiment des notions assez importantes. Je voulais savoir de vous tous, l'éthique, vous n'avez pas parlé d'éthique, quelle est l'éthique et quelle est cette notion de mission, d'entreprise à mission? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Est-ce qu'il y a aussi une communication, une information sur ces aspects-là pour cette nouvelle génération d'élèves étudiants qui sont là? Merci. Oui. On peut faire deux voix, donc très rapidement. En matière de formation, alors il y a déjà ce qu'on peut faire au sein des entreprises, hein, on a parlé de fresque du climat, mais sur toutes les formations, complètement transformer ce qu'on fait pour aller à un autre niveau, lever les curseurs. Au niveau de la Convention d'entreprise pour le climat, c'est une des initiatives qu'on porte sur un gros plan de formation sur l'évolution des métiers pour justement qu'on soit prêt à répondre à ces enjeux-là. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de travailler la finalité des métiers. Et bon, ça avoue que je suis assez exigeante, peut-être radicale, mais en fait, à quelle finalité sont nos métiers, à quel usage est la technologie? C'était tout le débat qu'on avait. Et je pense qu'en s'intéressant vraiment, on va au-delà du greenwashing, parce que quand il y a des exemples concrets d'entreprises qui font la différence dans leur métier, hein, avec du réemploi, du recyclage et tous ces exemples, on voit que c'est réel et c'est très concret et c'est dans le terrain, et je pense que c'est comme ça qu'on peut montrer cette valeur-là et les convaincre. Alors moi, je n'ai pas l'expérience des étudiants, j'ai un peu d'expérience de formation continue. Moi, les étudiants, je suis allé jusqu'à Bac+3, mais c'est vrai qu'on constate, et on l'a vu avec la célèbre séquence AgroParisTech, que la demande de sens, lorsque les étudiants, alors ça marche bien dans les écoles d'ingénieurs, du côté de Sciences Po, on est plus sensible à l'éthique qu'à l'environnement, d'après ce que j'ai pu voir. C'est en tous les cas pour les entreprises un élément extrêmement important de marque employeur. C'est-à-dire que le fait d'être une entreprise à mission, par exemple, va être une forme de label qui sans doute va plus séduire les éventuels candidats que des clients. Après, les actionnaires, certains sont séduits. On a vu que ceux de Danone étaient moins séduits, puisque M. Faber a été prié d'aller
faire autre chose que de diriger Danone, mais en tous les cas, en termes de marque employeur, je pense que c'est véritablement important. Et vous parliez d'éthique. Aujourd'hui, effectivement, les étudiants, les candidats sont très sensibles à ce qu'on appelle les controverses, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir en matière de manquement à l'éthique par les entreprises. Alors ça fait effectivement partie de la RSE. On est, je dirais, par rapport à l'environnement, à l'autre extrémité du prisme RSE. Mais c'est vrai que là encore, la controverse est susceptible d'endommager votre marque employeur. Et puis, sanction suprême, les investisseurs n'aiment pas les controverses, indépendamment de leur conviction personnelle. Ce qui est sûr, c'est que pour un investisseur, c'est compliqué. Vous aviez une appli Instagram, alors je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelle Balance ta Startup, qui est assez intéressant parce qu'elle pointait du doigt les manquements à l'éthique managériale dans tout un tas de jolies startups, dont Doctolib, dont des startups de la mode, qui avaient de très belles images par ailleurs, mais qui du coup se sont trouvées avec des témoignages accablants, attaqués. Et je pense que ça ne leur a pas rendu service sur le plan du financement. Alors vraiment, un grand merci.